La structure que suivra cette présentation sera la suivante. Je vais tout d'abord commencer par un cadrage théorique sur les notions de genre textuel et de débat de société publique régulée, ainsi que sur les intérêts de son enseignement. Ensuite, à l'aune des résultats obtenus par une enquête en ligne, je vais vous exposer les différents obstacles rencontrés par les enseignants de langues étrangères concernant l'enseignement des genres textuels en général dans un premier temps et du débat de société publique régulée dans un second temps. Les sources des différents obstacles seront également discutées. Et enfin, nous terminerons cette présentation par la proposition de certaines pistes de solutions. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un genre textuel? Eh bien, force est de constater qu'il n'existe pas de définition unique du syntagme genre textuel. Les mondes littéraires francophones et anglophones proposent de nombreuses définitions, similaires sur certains aspects et en fait totalement différentes sur d'autres. Toutes ces tentatives de définition empruntent des chemins bien différents en focalisant leurs analyses sur les axes linguistiques, psychologiques ou encore sociologiques. Le monde francophone, par exemple, va majoritairement analyser le genre sous l'axe linguistique. Il est alors considéré comme un outil sémiotique complexe. Par contre, au niveau des recherches anglophones, c'est vraiment la dimension sociale, voire politique, qui prime dans les recherches, car le genre est alors considéré avant tout comme un outil d'action. Donc, afin que mes propos soient bien clairs, je vous propose ici une définition qui me paraît être complète, car en fait, elle est elle-même la synthèse de 6 définitions issues des mondes scientifiques francophones et anglophones. Alors, la voici. Le genre textuel est un regroupement de productions langagières, écrites, orales ou audiovisuelles, relativement stables, qui s'inscrivent dans une société, une culture et une époque donnée. La maîtrise des caractéristiques d'un genre textuel est un outil qui permet d'agir dans une situation de communication donnée. On parlera donc, vous l'avez bien compris, de genre textuel lorsqu'on va travailler en classe, le débat, l'exposé oral, l'entretien d'embauche ou encore le carnet de voyage, par exemple. Alors, concentrons-nous à présent sur un genre textuel bien précis, le débat public régulé. Alors, vous le savez, par définition, un débat porte toujours sur une question qui est controversée et fait intervenir plusieurs personnes, plusieurs partenaires qui expriment leurs opinions dans le but idéal, bien sûr, de construire une réponse commune. On l'appelle régulé lorsqu'un modérateur gère et structure le bon déroulement du débat. Alors, personnellement, j'ai choisi de travailler sur des débats dits de société, car il me semble que si le débat est trop orienté, comme par exemple des débats politiques, eh bien, il permettrait plus difficilement aux élèves du secondaire d'émettre des avis variés et nuancés. Dès lors, je parlerai dans cette présentation de débats de société publique régulée, donc de DSPR. Alors, pas à passer à la slide suivante. Ok, voilà. Alors malheureusement, je manque ici de temps pour vous exposer les nombreux intérêts de l'enseignement du débat en classe de langue étrangère. Donc en voici juste quelques-uns. Tout d'abord, il est essentiel dans la formation des élèves à la citoyenneté, car il permet de développer l'écoute de l'opinion d'autrui et la tolérance. Il est en fait omniprésent dans notre société. Il s'agit réellement d'une tâche authentique. En effet, nous sommes constamment engagés dans des tentatives de persuasion pour influencer la décision d'autres personnes. Comme le soutiennent d'ailleurs Snyder et Schnürer, inciter au changement d'une façon ou d'une autre est le fondement même de la nature humaine. Il permet de faire de l'interaction orale en classe et rend les élèves acteurs de leur apprentissage, ce qui, vous le savez, est parfaitement en lien avec la perspective actionnelle préconisée par le cadre européen commun de référence pour les langues. Le débat permet également de développer la confiance en soi, l'esprit critique et les capacités de communication des élèves. Alors, nous passons maintenant à la partie résultats et à l'analyse de l'enquête en ligne. Durant les mois de novembre et de décembre 2019, j'ai mis en ligne une enquête anonyme destinée aux enseignants de langue étrangère en Belgique francophone. Ce questionnaire m'a permis de récolter des données sur les pratiques des enseignants de langues étrangères en classe et plus particulièrement sur la pratique du débat en classe. Donc en fait, je voulais par le biais de cette enquête déterminer si les enseignants tout d'abord connaissent la notion de genre textuel, s'ils enseignent les genres textuels et si oui, comment, et plus précisément encore, s'ils travaillent le débat de société publique régulée en classe et si oui, comment. Alors, j'ai pu récolter en tout 571 réponses et vous pouvez notamment observer ici que presque 40% des répondants enseignent en province de Liège.
Le tout premier obstacle rencontré dont je vais vous parler maintenant est directement lié à la notion même de genre textuel. Ainsi, 79% des répondants affirment d'emblée ne pas connaître cette notion. Et presque la totalité des 21% restants qui affirment pourtant la connaître en donnent une explication soit incomplète, soit erronée. La méconnaissance de cette notion de genre textuel est sans doute partiellement due à son absence dans les prescrits légaux et les programmes de langue étrangère en Belgique francophone. En effet, dans ces diverses sources, soit les mots genre textuels sont quasi absents, soit d'autres dénominations sont utilisées pour s'y référer. Donc on trouvera type de texte, type de production, des fois type de document ou encore même forme de support. Il n'est dès lors pas anormal que les enseignants déclarent ne pas savoir ce que genre textuel signifie. Ensuite, nous émettons également l'hypothèse selon laquelle les genres textuels ne sont que très peu, voire pas du tout abordés dans les différents cursus pédagogiques des futurs enseignants de langue étrangère en Belgique francophone. Alors malheureusement, en raison de la situation actuelle, je n'ai pas pu obtenir beaucoup de réponses de la part des différents établissements universitaires ou de type haute école que j'avais contactés. Néanmoins, les quelques hautes écoles qui ont pu me répondre par mail ont certifié que les genres textuels n'étaient en effet pas au programme du cursus des futurs enseignants. Ceci pourrait évidemment également expliquer la méconnaissance de cette notion générique parmi les enseignants de langue étrangère. Alors évidemment, pour une bonne compréhension de la suite du sondage, je proposais la définition que je vous ai énoncée tout à l'heure aux répondants, et ceux-ci pouvaient alors interagir et me donner leur avis sur cette définition. Bon nombre d'entre eux ont en fait réalisé à la lecture de cette définition qu'ils pratiquaient en réalité les genres textuels en classe, mais qu'ils ne connaissaient tout simplement pas cette terminologie. Je reprends ici quelques réactions rédigées par les répondants après la découverte de la définition du syntagme genre textuel. Je fais donc des genres textuels, heureux de l'apprendre, comme le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Je suis bien content d'avoir appris un nouveau terme pour décrire ce que je fais en classe depuis toujours. Je ne connaissais juste pas le terme genre textuel, mais je les pratique régulièrement en classe, surtout les débats, jeux de rôle, lettres de motivation, entretiens d'embauche. Je l'utilise, mais j'en ignorais le nom. Une fois la définition du genre textuel donnée, ainsi que quelques exemples, un fort contraste apparaît au niveau de sa pratique en classe. En effet, si seulement 7% des répondants déclaraient connaître cette notion et en donnaient effectivement une explication correcte, eh bien 96% d'entre eux, après avoir pris connaissance de la définition proposée, déclarent estimer qu'elle est utile à l'apprentissage au cours de langue étrangère. Et pas moins de 84% des enseignants sondés déclarent avoir recours au genre textuel en classe. Ceci nous amène directement au deuxième obstacle. En effet, comme vous pouvez le remarquer, 16% des répondants déclarent ne jamais utiliser les genres textuels en classe. Il leur était alors demandé de sélectionner les raisons de ce non-enseignement. J'ai repris sur ce graphique pour plus de clarté la valeur absolue des 16% qui correspond à 92 personnes. Les trois raisons principales du non-enseignement des genres textuels que ce sondage a pu révéler sont le manque de formation, tant au niveau pédagogique qu'au niveau scientifique, le fait que les élèves ne sont pas habitués à travailler par genre textuel en classe de langues étrangères, et le fait que les genres textuels n'occupent pas une place centrale dans les référentiels et les programmes en langue étrangère. Notre enquête a pu identifier un troisième obstacle à l'apprentissage des genres textuels. En effet, plus de 80% des enseignants de langue étrangère, affirmant les exploiter, ne passent en fait pas par une phase d'enseignement de ceux-ci, mais aboutissent directement, après une séquence thématique X, à une activité de production de ces genres textuels. Ceci conduit logiquement à un enseignement partiellement inefficace du genre textuel, mais aussi à un enseignement inéquitable, car tous les élèves ne sont pas forcément déjà familiarisés avec les différents codes d'un genre textuel bien précis. Je vais avoir l'occasion d'y revenir très vite dans la seconde partie de cette présentation. Alors, récapitulons ici les points majeurs relevés par notre enquête à ce stade. Plus de 90% des enseignants ne sont en fait pas familiers avec la notion de genre textuel. Pourtant, lorsqu'une explication de ce syntagme leur est donnée, plus de 80% d'entre eux déclarent les exploiter en classe, mais alors uniquement en tâche finale. Ils n'explicitent et n'exercent donc pas les ressources génériques que ce genre textuel mobilise. Passons maintenant à un genre textuel bien particulier qui est le débat.
Nous l'avons vu tout à l'heure, plus de 80% des répondants affirment utiliser les genres textuels de manière générale en classe de langue étrangère. En ce qui concerne plus particulièrement le débat, 59% d'entre eux affirment en organiser en classe. Concernant les enseignants, vous le voyez, à 41% qui déclarent ne jamais organiser de débat, les deux difficultés majeures révélées par notre enquête sont le nombre d'élèves par classe ainsi que le niveau de maîtrise linguistique nécessaire jugé trop élevé pour les élèves. La grande majorité des répondants qui affirment organiser des débats dans leur classe travaillent celui-ci uniquement en tâche finale. Et lorsqu'ils le travaillent en classe, dans une séquence qui lui est entièrement consacrée, vous pouvez voir ici c'est le cas de 11% d'entre eux, ils l'enseignent alors majoritairement de manière implicite, c'est-à-dire sans enseigner explicitement les savoirs, les compétences et les attitudes relatives au débat. Ainsi, les enseignants demandent aux élèves de présenter un débat comme production finale, sans que la séquence de cours ait explicité et exercé les ressources génériques que ce genre textuel particulier mobilise. Le genre textuel est dès lors implicite pour les élèves. Ceux-ci ne sont en effet pas formés à son utilisation en langue étrangère. Toutefois, ils sont sollicités pour effectuer un transfert de connaissances du genre textuel que souvent les enseignants supposent acquises dans leur langue de scolarisation vers la langue étrangère étudiée. En tout, c'est 96% des enseignants qui déclarent exploiter le débat, qui ne l'enseignent pas en amont ou qui n'ont pas recours à un enseignement explicite. Or, présupposer que tous les élèves d'une même classe savent déjà comment participer à un débat, c'est forcément tendre vers un enseignement inéquitable, ce qui représente un obstacle fondamental à l'apprentissage. Rappelons-le, participer à un débat dans sa propre langue maternelle requiert déjà un certain nombre d'apprentissages. En effet, il faut apprendre à faire des recherches, à sélectionner des sources fiables, à prendre des notes. Il faut organiser les notes et faire une sélection. Il faut apprendre à construire un argument. Il faut également apprendre à répondre aux arguments adverses, à essayer de les anticiper pour pouvoir les contrecarrer, à exercer des compétences de communication orale. Il faut aussi apprendre à prendre des décisions et à écouter. Alors, imaginez faire tout cela. Prendre des notes, construire des arguments, écouter ceux de vos adversaires et y répondre en anglais, par exemple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains enseignants estiment que lorsque le niveau de maîtrise de langue de leurs élèves est trop faible, il est alors impossible de pouvoir organiser un débat en classe. Il est vrai qu'il serait difficilement envisageable de faire participer à un débat des apprenants débutants, par exemple. En effet, si les élèves ne parviennent pas à s'exprimer correctement en anglais, par exemple, il n'y a alors pas de communication possible, pas d'échange et donc pas de débat. A contrario, les enseignants de langue étrangère estiment le plus souvent que si les élèves sont capables de s'exprimer correctement en langue étrangère, alors ils pourront correctement participer à un débat en langue étrangère. Bien évidemment, la compétence linguistique est fondamentale, mais il ne s'agit pas là de la seule compétence mobilisée durant un débat. Voici un mind map qui présente de manière synthétique tout ce qu'un débat de société publique régulée mobilise potentiellement comme compétence. Alors, je vous le disais, il y a bien évidemment la langue, le lexique, la grammaire, les stratégies linguistiques, comment demander à quelqu'un de répéter, de modifier son débit ou encore de clarifier un propos. Il existe également tout un système de valeurs fondamentales qui préside au bon déroulement du débat, l'écoute de l'autre, le respect des opinions et de la prise de parole, et puis bien entendu les arguments, leur quantité, mais aussi et surtout leur qualité. Sont-ils cohérents? Sont-ils pertinents? Bien illustrés? L'argument est-il bien construit? Est-il composé d'une affirmation, d'un raisonnement, d'une preuve? Il faut aussi prendre en considération tout un travail réalisé en amont pour préparer le débat, et il y a également un système langagier non verbal qui intervient. On peut à ce stade poser deux hypothèses. La première est que les enseignants n'identifient pas toujours l'ensemble des ressources mobilisées pour la réalisation d'un débat en tâche finale. Donc, ils n'explicitent ni n'exercent ces ressources. La seconde est que les enseignants ont conscience de l'existence de ces ressources, mais les estiment déjà acquises et donc ne les enseignent pas en amont de la tâche finale. Rappelons ici que tous les élèves n'ont pas forcément été initiés à ces différents apprentissages par leur formation scolaire antérieure ou encore par leur cercle familial, par exemple.
L'ensemble des ressources mobilisées par une tâche finale devrait être explicité et exercé si un enseignant veut s'inscrire dans un enseignement plus équitable et plus efficace. À travers notre enquête, nous avons également pu identifier plusieurs sources d'obstacles qui expliquent le non-enseignement ou l'enseignement partiel, de type enseignement uniquement en tâche finale, des genres textuels. Des réflexions rédigées par les répondants eux-mêmes illustreront les différentes sources d'obstacles. Tout d'abord, une première source d'obstacle, le manque de formation. Je pense que je devrais davantage clarifier ces genres avec les élèves, mais je ne me sens pas à l'aise avec le sujet, car c'est quelque chose que je n'ai moi-même jamais appris. En termes de formation, je me trouve peu formée. C'est avec l'expérience, les essais-erreurs et la confiance en moi que je suis arrivée à davantage intégrer ce genre d'exercice dans mes séquences de cours. C'est dommage, car on perd beaucoup de temps. Il serait opportun d'aborder ce thème lors de la formation initiale. Une deuxième source d'obstacles est le manque de balises, de repères clairs dans les programmes et les référentiels de langue étrangère. J'enseigne depuis 2 mois à peine et je cherche encore mes marques. Il me semble trop tôt pour aborder ceci à ce stade. Il serait en tout cas bien utile de faire entrer les genres textuels dans les référentiels et programmes pour inciter plus d'enseignants à les utiliser, car il s'agit d'une réelle plus-value pour l'élève. Les programmes, tels que rédigés actuellement, nous brident trop, nous enferment dans une douzaine de thèmes à voir, de la première à la réto. Les genres textuels n'y sont pas abordés. Cela serait pourtant bien utile. Et enfin, le peu d'outils existants sur cette notion de genre textuel. Je suis un manuel scolaire et il y en a très peu dedans. Les manuels devraient mieux intégrer ces activités. Je trouve qu'il est difficile de tout articuler autour d'un genre textuel, même si je trouve que cela a plus de sens. Cela me plairait beaucoup d'avoir de l'aide pour mettre ça en place, mais il n'existe rien au niveau des manuels. Dès lors, quelles seraient les pistes de solutions à envisager? Alors, je rejoins les intervenants de ce matin en affirmant qu'il serait sans doute très utile d'intégrer la notion de genre textuel dans la formation initiale des enseignants de langues étrangères. Ainsi, une fois ce flou linguistique éclairci et l'enseignement par genre textuel clarifié, il serait également utile d'intégrer plus particulièrement la notion de débat de société publique régulée dans la formation initiale des enseignants de langues étrangères. Il faudrait alors expliciter l'ensemble des ressources que mobilise ce genre textuel, intégrer un focus particulier sur son enseignement explicite et proposer des solutions variées pour les obstacles les plus souvent rencontrés par les enseignants, comme le principe de classe aquarium avec tâche d'écoute pour les classes aux nombreux élèves, par exemple. Il serait aussi intéressant de sensibiliser les enseignants de langues étrangères aux nombreuses ressources que mobilise un DSPR et à son enseignement explicite lors de formations continues. Il faudrait aussi, bien évidemment, clarifier cette notion dans les programmes et référentiels de langues étrangères et mieux outiller les professeurs. L'enseignement des genres textuels est une réalité de terrain pour les enseignants de langue étrangère, mais force est de constater que ceux-ci rencontrent de nombreux obstacles. Rappelons tout de même que malgré toutes ces difficultés, plus de 80% des enseignants sondés déclarent exploiter les genres textuels en classe. Dès lors, nous pouvons sans doute poser l'hypothèse suivante. Les enseignants travailleraient les genres textuels, et donc aussi le DSPR, de manière plus efficace et plus équitable s'ils étaient mieux formés, outillés, et si les programmes et référentiels de langue étrangère consacraient une place plus importante à l'enseignement des genres textuels. Voilà, je vous remercie de votre écoute.